Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste de France sur Radio Libertaire. Vous êtes aujourd'hui avec Bernard et le sujet de notre émission est les mutineries de l'année 1917 et Marcel Baudy. Alors les pacifistes connaissent bien Marcel Baudy car il a écrit de nombreux articles dans le journal antimilitariste Le Réfractaire de Mépicré. Il a également raconté son itinéraire du communisme à l'anarchisme dans un livre de mémoire qui s'appelle Un piano en bouleau de Kareli, livre qu'il a écrit d'ailleurs avec le soutien d'Alexandre Skirda, et je lui ai moi-même consacré un film en 1984, peu avant son décès, film qui porte le titre « Écoutez Marcel Baudy, de Lénine à Bakounine ». Ce documentaire, dans lequel Marcel Baudy s'entretient également avec Alexandre Skirda, est devenu aujourd'hui une archive de l'histoire de la Révolution russe de 1917, auquel, comme vous le savez, Marcel Baudy a participé. Danielle Restouin, présidente de l'association La Mémoire à Vif de Limoges et membre de l'association La Courtine 1917, a eu la bonne idée de programmer mon documentaire, qui a aujourd'hui 33 ans, aux journées du centenaire, qui avait comme intitulé 1917-2017, héros mutins proscrits. Ces journées se sont déroulées à la Courtine les 15, 16 et 17 septembre 2017. Alors je me suis donc déplacé dans cette région, un peu froide, il faut le dire, de la Creuse, pour présenter le film et aussi pour suivre le colloque des historiens qui s'est tenu le samedi 16 septembre. Alors j'ai demandé l'autorisation au président de l'association Courtine 1917 d'enregistrer les exposés des historiens pour notre émission de Radio Libertaire, autorisation qui m'a été donnée sans difficulté. Car il me semblait intéressant de parler justement de la Courtine, qui est devenue presque un symbole pour les pacifistes du monde entier. Alors, que s'est-il passé à la Courtine ? En feuilletant le programme du centenaire de la Courtine, je lis ce qu'a écrit Jean-Louis Bordier, président donc de l'association La Courtine 1917. Il écrit « 16 500 soldats russes sur le plateau de Millevaches. Une mutinerie en Creuse, la plus importante dans toute l'histoire de notre pays. Un soviet à la Courtine. » Point d'exclamation. C'était il y a un siècle, à l'été 1917, une histoire incroyable et souvent ignorée dans celle pourtant bien connue de la Grande Guerre. 100 ans plus tard, avec l'association nationale La Courtine 1917, que j'ai le grand honneur de présider, nous allons durant 3 jours rendre hommage à ces hommes envoyés par le tsar de Russie en 1916 pour servir de chair à canon sur le front en France. Ils furent tour à tour héros, mutins et proscrits. Alors je lis aussi ce qu'écrit Valérie Simonet, présidente du conseil départemental de la Creuse. Elle précise « Le corps expéditionnaire russe comprend qu'il a été envoyé comme chair à canon, donc en 1917. Leur désir de repartir vers leur patrie est d'autant plus légitime. Durant l'été, le commandement français, s'inquiétant de la possible contagion des idées révolutionnaires, décide d'isoler près de 20 000 soldats russes au camp de la Courtine. Ce camp, dans lequel la rébellion grandit et gronde, devient un camp autogéré par ces militaires russes. C'est alors qu'en 1917, l'état-major français décide de recourir à la force pour mettre fin à cette mutinerie. Et je lis la suite, qui a été écrite par Jean-Marc Michelon, maire de la Courtine. Il écrit « Jusqu'au 19 septembre, ces soldats furent encerclés, puis pris sous le feu des bombes, des mitrailleuses et des fusils. Nombreux sont ceux qui perdront la vie durant ces dramatiques journées de septembre 1917. » Il est 10 heures. Il y a 100 ans, on tuait des hommes. Le canon est en train de frapper le camp de la Courtine. « 16 septembre 1917.
Il y a exactement 100 ans, 10 heures sonnaient au clocher de la petite église de la Courtine, quand explosaient les premiers obus de 75, tirés sur les mutins, retranchés, encerclés dans le camp militaire de la Courtine. Ils répondirent par la marche funèbre de Chopin et par la Marseillaise des travailleurs. C'était il y a 100 ans, dimanche 16 septembre 1917. Vous l'avez bien entendu, le 16 septembre 1917, le haut commandement de l'armée française faisait tirer sur les soldats russes qui s'étaient mutilés dans le camp de la Courtine qui est située dans le département de la Creuse. Et le 16 septembre 2017, donc 100 ans plus tard, un public très nombreux rassemblé dans la salle polyvalente de la Courtine était venu rendre un hommage aux 10 000 mutins. Alors à cette occasion, il était bien sûr très utile d'écouter les historiens réunis à cette occasion pour remettre dans le contexte de la Première Guerre mondiale ces événements tragiques de la Courtine. Alors si je parcours le programme de ce samedi 16 septembre 2017, je constate que 2 journalistes éminents ont présenté ces historiens. Il s'agit de Éric Molonzov, journaliste à France 3 et petit-fils d'ailleurs de Michel Olonsdov, soldat de la première brigade du corps expéditionnaire russe en France, et puis quelqu'un que nous connaissons bien, que nous aimons bien, Bernard Langlois aussi, journaliste retraité, qui avait fait le déplacement pour venir présenter les historiens. Alors parmi ces historiens, je vais les citer. Jean-Yves Le Naour, qui a traité la grève des tranchées et les mutineries de l'année 1917. Jean-Jacques Marie, qui a traité 1917 en Russie, année des révolutions. Ensuite, Anne Manigaud, qui a parlé justement de Marcel Baudy, nous allons y revenir. Annette Marsac, qui a parlé de la vie à l'arrière du front, à la Courtine et en Creuse en 1917, la mobilisation des femmes. Et puis aussi Michel Patineau, quel enseignement du pacifisme et des mutineries dans les programmes scolaires. Dominique Danthieu, la Fédération socialiste de la Haute-Vienne et le pacifisme 1914-1918. Armel Bonin-Kerdon, les soldats russes au camp du Cournot, des foyers de révolution. Et enfin Rémi Adam, la mutinerie des soldats russes à la Courtine, à l'été 1917, la révolution russe et son laboratoire. Alors je vais vous faire écouter d'abord la communication de Jean-Yves Le Naour, qui est historien, docteur en histoire, spécialiste de la Première Guerre mondiale et de l'histoire du XXe siècle. Il a traité donc la grève des tranchées et les mutineries de l'année 1917. Mutinerie 1917. Étonnante mutinerie parce que, vous le savez, elles sont très présentes dans la mémoire et en même temps, elles sont aussi une sorte de mythe silencieux, une sorte de trou noir. Parce que il n'y a rien, pendant longtemps, dans l'entre-deux-guerres, par exemple, il n'y avait rien dans les manuels scolaires sur la question. Et encore aujourd'hui, aucun grand film sur le sujet, pas de grand roman identifiable non plus, aucun monument, aucun point de repère. Et puis en même temps, une présence importante dans notre mémoire, une transmission orale, populaire, comme s'il y avait eu une contre-histoire officielle, avec souvent une lecture déformée de l'événement par des lunettes politiques, parfois une instrumentalisation politique, à droite, et surtout à l'extrême droite. Plus exactement, les nationalistes, les militaristes, lisent les mutineries comme un mouvement révolutionnaire, une sorte de complot, un complot socialiste, un complot allemand, un complot bolchevique, enfin en tout cas un complot qui visait à faire perdre la guerre à la France, et puis qui a été heureusement arrêté par la poigne ferme et décidée du général Pétain, bien sûr, et à l'extrême gauche, à gauche et à l'extrême gauche plus exactement, les mutineries ont été vues comme une insurrection populaire contre la boucherie de la guerre, et les mutins ont été perçus comme des révolutionnaires, les précurseurs du communisme. Et ces deux thèses ne sont pas forcément opposées parce que elles insistent toutes les deux sur le caractère révolutionnaire des mutineries. L'une pour s'en horrifier, l'autre pour la glorifier. Mais la réalité des mutineries, longtemps écrasée par ces interprétations politiques, elle est peut-être aussi ailleurs. Et pour ne pas dire de bêtises, revenons à l'histoire
Et donc, posons-nous cette question, pourquoi, comment et de quoi les mutineries sont-elles le nom en 1917 ? Des mutineries dans l'armée française, faut-il s'en étonner en 1917 ? Ben non, faut pas s'en étonner. Le 11 juin 1917, devant la commission sénatoriale de l'armée, parce qu'il n'y a rien qui filtre dans la presse, mais évidemment les politiques sont au courant, donc la commission sénatoriale de l'armée, c'est à huis clos. Le sénateur Henri Chéron dit à ses collègues, il évoque la question, il dit « Ce que je vais vous dire va peut-être vous paraître osé, mais je m'étonne que cette démoralisation ne se soit pas produite beaucoup plus tôt. Il faut en vérité une solidité dans le moral et le patriotisme de nos soldats, digne de tous les éloges, pour qu'après ce qu'ils ont vu à Verdun et ailleurs, ils ne se soient jamais plaints et ne se soient jamais révoltés auparavant. » Alors en fait, oui, il y a eu des protestations individuelles auparavant, parfois collectives, mais très rares, mais c'est vrai que 1917, c'est le premier mouvement de désobéissance collective dans l'armée française, d'ampleur. Alors, comment expliquer ça ? Sans doute parce que au printemps 1917, l'horizon est bouché. C'est très étrange, mais les soldats ont toujours eu à l'idée, de 14 à 17, que la fin de la guerre était proche. N'oubliez pas, quand ils sont partis en 14, la guerre devait être gagnée en 3 mois. Peut-être au vendange, ils seraient de retour. Bon, au pire, à la Noël. Et puis après, quand ça s'est bloqué, c'est pas grave, on va reprendre notre souffle. Et puis au printemps 1915, il va y avoir une grande offensive. Et voilà, et au printemps, tout va s'éclaircir. Et puis, il y a l'entrée en guerre de l'Italie. Tout ça va débloquer les choses. Et puis après, il y a l'offensive de Champagne en septembre 1915. On y croit. Bon, ça marche pas. Les Allemands attaquent à Verdun, mais on dit, si on résiste, si vous lisez le contrôle postal, c'est ce qu'ils pensent, les soldats, c'est aussi ce qu'on leur dit. Si on résiste, si on tient les Allemands en échec, eh bien, les Allemands auront compris qu'ils ne peuvent pas gagner, et donc ils négocieront. Et puis, finalement, la bataille de Verdun s'arrête, et puis les Allemands négocient pas. Mais il y a la bataille de la Somme, on va les enfoncer sur la Somme. Et puis la Roumanie entre en guerre en août, ça va tout changer. Et puis, rien. Les Allemands, certes, ne sont pas passés sur Verdun, mais les Alliés ne sont pas passés sur la Somme. La Roumanie est écrasée, et à la fin de l'année 1916, le moral des soldats, eh bien, il est des poilus, il est dans les chaussettes, parce qu'il n'y a plus d'horizon. Et on commence à voir une poussée de colère dans leur correspondance, parce qu'ils voient qu'ils doivent faire un nouvel hiver dans les tranchées. Et puis, et combien d'autres encore ? Jusqu'où cette boucherie ? Il n'y a plus d'horizon. Et donc, dans les correspondances, à l'hiver 1916, il y a la colère. Ce que nous voulons, c'est de revoir nos femmes et nos enfants, tous sans exception. Au diable le patriotisme et leur victoire. On ne dit plus « on les aura », mais on en a marre. Ce que je désire, c'est que cette maudite guerre finisse au plus vite, n'importe comment ça tourne. Cette bande de salauds qui nous gouverne ne ferait pas mal de signer la paix, qu'ils nous foutent la paix avec leur victoire, qu'ils viennent nous remplacer. Et l'exemple de cette colère qui monte, c'est la chanson de Crane. La chanson de Crane. Bon, eh bien, cette chanson, on dit toujours qu'elle a été créée au moment des mutineries, après les mutineries. Mais non, c'est une chanson qui existe, qu'on voit dès 1915. Mais ce qui change en 1917, avant même les mutineries, c'est le dernier couplet. Parce qu'au départ c'était une chanson sur un air de 1911, etc. Et puis en 1915, les soldats y ont mis, c'est une chanson anonyme, y ont mis des paroles qui concernaient la guerre. Et ce dernier couplet, avant même les mutineries, vous voyez, il a du sens, et on sent cette colère qui monte. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, nous les troufions, on va tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. La grève, t'as entendu ? On va tous se mettre en grève. Et puis finalement, cette colère, elle est contenue pourquoi ? Parce que tout d'un coup, il y a un nouvel espoir. L'offensive Nivelle qui se prépare, et on n'a jamais rassemblé autant de canons, on n'a jamais rassemblé autant d'hommes dans un même secteur. Cette fois-ci, on va gagner, on va l'emporter. Et puis vous savez ce qui est arrivé, après cet échec lamentable du 16 avril, de nouveau, le moral retombe, mais alors là, cette fois-ci, il est 6 pieds sous terre. Quand on regarde le courrier des soldats, là encore, on voit toute cette colère. Je vous cite quelques extraits. On dit en argot militaire tomber sur un bec. Nous sommes tombés sur une averse de bec. On a peut-être avancé un peu, mais avec des pertes terribles, et prendre quelques tranchées démolies avec tant de morts, ça n'est pas cher payé. C'est cher payé. C'est une honteuse boucherie. L'offensive est arrêtée. Cela n'a pas bien marché. Encore un coup manqué. Et combien de victimes, hélas. La fameuse offensive qu'on vient de nous faire a coûté bien cher et n'a pas répondu aux espoirs qu'on attendait. Je ne sais ce qu'on fera à présent, si on ne traite pas bientôt mon idée que de toute façon, ça ne peut pas se prolonger longtemps. Je crois que l'offensive est encore manquée pour cette année, on ferait bien de signer la paix. Je ne crois pas qu'on les assommera. On se demande par moments, quand est-ce qu'il y aura une fin ? On arrivera fatalement à une paix blanche. C'est avant tout la paix qu'il nous faut. La paix, et n'importe comment, mais la paix tout de suite. Non seulement c'est l'échec, non seulement on n'y croit plus, non seulement l'horizon est bouché, mais en plus,
cet échec militaire, ce nouvel échec, eh bien, casse la confiance des soldats envers les chefs. Et les états-majors sont rendus coupables. Donc il y a vraiment une crise de confiance, détestation de la guerre et crise de confiance dans les chefs. Écoutez, moutons, sauvez-vous des bouchers, résume un auteur, Joseph Jolinon, qui parle de ces mutineries. Un seul mot d'ordre donc, il y en a marre, j'en ai plein le cul, à bas la guerre, voilà ce qu'on lit dans les correspondances, c'est le cri de ralliement des troufions. Tout ce que l'on veut, c'est la paix, se débiner de ce sale fourbi, la paix, non la victoire. La victoire, on s'en fout, ils commencent tous par nous barber avec leur victoire et leur Alsace-Lorraine. Donc, c'est vraiment un soulèvement inattendu du matériel humain, c'est-à-dire que ces soldats, ils en ont assez d'être des chiffres sur un bilan comptable, des petits soldats qu'on pousse, etc. Ils ont l'impression que finalement qu'on fait peu de cas de leur vie, et d'ailleurs c'est exactement le cas. C'est la première, ils prennent la parole, voilà, et c'est la prise de parole de ceux qui n'en ont pas le droit. C'est l'insurrection des moutons contre les carisseurs, c'est la grève des citoyens soldats. Je vais revenir sur ce mot grève. Alors, diversité des mutineries, ces mutineries sont très diverses et difficiles de les résumer parce que certaines peuvent durer quelques dizaines de minutes. Une grève des bras croisés, on dit allez, vous prenez vos sacs, on remonte, hop, les mecs, ils croisent les bras, ils refusent de mettre les sacs à dos et d'obéir. Bon, et ça peut durer plusieurs jours. Le maximum de la plus longue mutinerie, c'est 8 jours au camp de Mourmelon. Certaines peuvent être violentes, avec des insultes envers les officiers, des coups. Le 1er juin, à Ville-en-Tardenois, on a arraché les étoiles du général Bulot en lui criant « assassin ». Mais la plupart sont pacifiques. Certaines peuvent être politisées, avec des chants de l'international, avec le drapeau rouge qui est brandi, et d'autres totalement dépolitisées, du moins aucune forme politique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sens politique, mais c'est d'ailleurs la majorité des cas. Dans 75% des cas, il n'y a pas de signes politiques, de paroles politiques qui sont prononcées dans ces mutineries. Donc elles peuvent être moins révolutionnaires qu'on a bien voulu le dire. Les rois nous saoulaient de fumée, paix entre nous, guerre aux tyrans. Appliquons la grève aux armées, crosse en l'air et rompons les rangs. S'ils s'obstinent, ces cannibales, à faire de nous des héros, ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux. Je vous rappelle que chanter l'international, qui promet quand même 12 balles dans la peau aux généraux, s'ils s'obstinent, bon, c'est pas bien vu, ça vous emmène aussi en conseil de guerre. Bien, ce mouvement aussi concerne l'arrière des lignes, jamais les tranchées de première ligne. C'est un mouvement, les mutineries qui a lieu en arrière. Ce sont les soldats qui ne veulent pas retourner à l'abattoir, mais pour autant, ils ne quittent pas les tranchées de première ligne et ils ne fraternisent pas non plus. Et quand les Allemands attaquent, ils les repoussent. Donc, vous voyez, c'est pas le mouvement révolutionnaire qu'on peut imaginer. Ces mutineries se déroulent dans un contexte particulier. Il y a eu la révolution russe, les récits d'élections d'officiers, la révolution russe de février, et il y a les grèves ouvrières à Paris, qui commencent en mai, et puis après en province en juin. On parle beaucoup de la conférence de Stockholm, où les socialistes d'Europe pourraient se réunir et parler d'une sortie de la guerre, et peut-être un plan de paix. Donc il y a tout ce contexte qui provoque une forme d'ébullition. Tous ces éléments combinés créent un champ du possible qui explique pourquoi les soldats font collectivement entendre leur voix en 1917 alors qu'ils avaient jusque-là souffert l'insupportable. Pour les généraux, comment ils interprètent les mutineries ? Eh bien c'est très simple. Les généraux ne sont pas responsables. L'offensive n'est pas responsable, encore moins coupable. Il y a un complot. Il y a un mot d'ordre révolutionnaire. Ça vient de l'intérieur. L'armée est pure. Ça vient d'agents qui viennent de Paris, des agents allemands, socialistes, qui auraient monté la tête. Souvent, on accuse les permissionnaires. On leur a monté la tête à Paris. Voilà. Donc, dans cette hypothèse, forcément, il y a des meneurs. Il y a des meneurs qu'on cherche et qu'on va arrêter, qu'on va juger. En réalité, il n'y a pas vraiment de meneurs. C'est vraiment un mouvement qui vient de la base. Donc les fauteurs de troubles, des espions, etc. La faute, c'est les minoritaires socialistes qui n'ont jamais accepté la guerre. La faute, c'est les minoritaires de la CGT, c'est fainéants, c'est cyniques, c'est extrémistes, que l'on ferait bien de coffrer.
Et l'armée n'est pas coupable, je vous l'ai dit, les chefs ne sont pas coupables, la stratégie n'est pas coupable, les coupables, ils sont à Paris, des journalistes, des députés, des sénateurs, surtout des socialistes et des syndicalistes. Voilà ce que disent les généraux. Mais les soldats, qu'en pensent-ils, et qu'en pensent-ils en 2 minutes? Eh bien, est-ce qu'ils se pensent comme mutins, les soldats? Eh bien non. On parle de mutinerie, mais les soldats ne se pensent pas comme mutins. Non, ils se pensent tout simplement comme citoyens-soldats, et ils expriment simplement leur voix. Ils entendent renégocier un petit peu le rapport entre les officiers et l'obéissance. Ils estiment qu'ils doivent être entendus, et pour que l'état-major les écoute, ils appliquent à l'armée les codes du travailleur mécontent. Dans leur courrier, revenons au courrier, ils voient leur protestation comme un mouvement social, une grève. Je vous cite. Nous ferons comme les midinettes, nous nous mettrons en grève. Nous sommes en grève depuis avant-hier. Je vous dirais qu'on est en grève depuis lundi. On peut dire que c'est la grève. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas une mutinerie pour les soldats, c'est une grève. On rédige un ensemble de revendications. Ici, il y a une délégation qui va voir le colonel du régiment avec la liste des revendications. On accepte de relever les camarades de première ligne, mais à condition de ne pas attaquer, etc. On est en train de négocier. C'est l'action syndicale. Voilà. La révolte des poilus se situe donc dans le champ de la légalité républicaine, même si c'est illégal, selon le code de justice militaire, hein, évidemment. C'est-à-dire que les soldats se pensent comme citoyens, et non pas comme soldats qui de l'obéissance. Ils pensent être dans leur bon droit. Ils écrivent d'ailleurs aux députés pour se plaindre. Ils écrivent à la Ligue des droits de l'homme. Ils écrivent à la commission de l'armée, de la Chambre des députés. Ils écrivent à la presse. Ils veulent se faire entendre. Ils ne veulent pas nécessairement faire la révolution. On veut faire rétablir le droit que l'on estime bafoué par l'armée, bafoué par les chefs. Hein, ils nous tuent, hein, voilà, c'est inacceptable. Donc c'est la révolte de l'ordre républicain contre l'ordre militaire, avant tout, cette mutinerie. Ces mutineries. Donc il y a la confrontation de logique de deux légitimités. Et face à l'ennemi, je vous le dis, hein, ils tiennent. Alors, mutinerie, les poilus, non, se pensaient pas forcément comme des mutins. Mais ils le sont bel et bien. Ils le sont bel et bien du point de vue du droit. Et donc, ils seront réprimés comme tels. Et là, il faut tordre le cou à cette idée courante que Pétain a rétabli l'ordre avec justice, etc. Pétain a été très cynique puisqu'il a frappé les mutineries, il a attendu que le mouvement se calme, et une fois que ça s'est calmé, alors on l'a calmé en donnant beaucoup de permissions. À un moment donné, on atteint jusqu'à 20-25% de l'armée en permission. Vraiment, allez, partez. Hein. Et puis ensuite, à partir du milieu du mois de juin, on commence à frapper. La première exécution a lieu le 10 juin, alors que le mouvement est en plein recul. Au total, la justice a condamné 3427 soldats, d'avril 17 à janvier 18, 554 à la peine de mort, une cinquantaine ont été exécutés, mais 26 à 27 pour des actes collectifs, donc dits de mutinerie, mais autant pour des actes individuels. Alors attention, ces actes individuels, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faut les dissocier des actes collectifs, car il y a des instructions pour dire transformer les mutineries en actes individuels de désobéissance. Comment on fait ? Eh bien, dans un groupe qui refuse d'obéir, vous en prenez un, voilà les instructions, et vous lui donnez l'ordre de prendre son sac et de monter. S'il refuse, vous l'envoyez en conseil de guerre, et ce sera l'exemple pour le groupe. Donc, les actes, vous voyez, les actes individuels, les actes collectifs, finalement, c'est peut-être un peu la même chose. La modération de Pétain mérite d'être relativisée. Vous allez me dire 550 fusillés condamnés à mort, à la fin on aboutit une cinquantaine. Hein. Donc il y a quand même une clémence. Oui, mais cette clémence, elle vient du président de la République, hein, qui a gracié dans 90% des cas, et pas du général Pétain. Ce n'est pas la faute des soldats. Si le lien de confiance entre la troupe et les chefs s'est cassé au printemps 1917. Mais seuls les soldats étaient coupables. Seuls les soldats ont été jugés. Seuls les soldats ont été fusillés. Les glorieux chefs, eux, sont morts dans leur lit, ensevelis sous les fleurs, ensevelis sous les hommages. Nos rues, nos boulevards, nos avenues, nos places portent leur nom. Un jour, nous les déboulonnerons ensemble. Nous remercions l'historien Jean-Yves Le Naour pour cet exposé sur les mutineries de l'année 1917, qui a été prononcé donc le 16 septembre 2017 dans le cadre du colloque du centenaire à La Courtine. Alors je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste de France sur Radio Libertaire, et nous allons faire maintenant une pause musicale avec un chanteur russe que vous allez peut-être reconnaître, et nous poursuivrons par la suite notre émission avec Marcel Baudy.
sommeillant, je vois la nuit des crimes lourds où l'on saigne. Pauvre moi, pauvre de moi, l'outre est pleine à craquer. Au matin, comme il est acre, le goût du vin maudit va. Dépense tout mon crédit, car j'aurai soif aujourd'hui et rien ne va, plus rien ne va, pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme droit, plus rien ne va, pour vivre comme un homme doit, dans tous les cabarets sans fond, où je m'enterre chaque nuit, je suis l'empereur des bouffons, le frère de n'importe qui, je vais vomir mon repentir au pied de tabernacle. Mais comment prier dans la fumée de l'encens des diacres? Rien ne va plus, rien ne va pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme droit. Plus rien ne va pour vivre comme un homme doit, et comme un vieux loup dans les bois, en fuyant le pire. Je suis resté tout seul avec moi, près des montagnes où l'on respire. C'est là que je voulais trouver un air nouveau, plus haut, mais qui reconnaît de loin un vrai sapin d'un faux sapin. Rien ne va, plus rien ne va, pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme, comme un homme droit. Plus rien ne va, pour vivre comme un homme doit. Loin de tout manège, je suis ma vie, en laissant ma trace dans la neige, pour qu'il me retrouve l'ami qui me suit. Loin de tout cortège, venez les mémos, venez par ici, devant et derrière, nous n'avons que faux amis, faux amours, faux frères. Vois-tu les sorcières ici ou là, dans la forêt qui bouge? Vois-tu le bourreau tout là-bas, avec son habit rouge? Plus rien ne va ici, déjà sur mon chemin de terre. Mais j'ai bien peur que l'au-delà ressemble à un enfer. Rien ne va plus, rien ne va pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme, comme un homme droit. Plus rien ne va pour vivre comme un homme droit. Vous avez reconnu le chanteur russe Vladimir Vysotsky qui interprétait dans la version française « Plus rien ne va », une chanson qui, on peut le dire, est toujours aujourd'hui d'actualité. Alors vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Civis Pacem sur Radio Libertaire et je vous rappelle que nous parlons du centenaire des mutineries des soldats russes de la Courtine. Un colloque a été organisé le 16 septembre 2017 par l'association Courtine 1917 avec plusieurs historiens et parallèlement Daniel Restoin de l'association Mémoire à Vif avait programmé plusieurs films dans la salle de cinéma. Le public a pu voir ainsi différentes productions, j'en citerai quelques-unes. D'abord Comme une blessure, un vidéo-documentaire réalisé par les élèves du lycée Marcel Pagnol de Limoges. Alors c'est autour bien sûr du monument aux morts de Jean Sioux, monument pacifiste comme vous le savez où est inscrit « Maudite soit la guerre, maudits soient ses bourreaux ». Je relève aussi Les Mutins de la Courtine, un documentaire qui a été produit par France 3. Quand un soldat s'en va en guerre, un magazine de 60 minutes de Télé Mille Vaches, une des premières télévisions pirates il y a très longtemps, qui comprend 3 reportages, Souvenirs d'un poilu creusois,
Ensuite, fusillé pour l'exemple. Et enfin, une évocation de la mutinerie de 1917. 2 reportages ensuite d'environ 15 minutes, Giono et son ami russe, et une révolution au centre de la France. Ensuite, un film qui a eu beaucoup de succès, la salle était pleine, Nestor Makhno, paysan d'Ukraine, un film de Hélène Châtelain. Donc, je ne reviendrai pas sur Nestor Makhno, que tout le monde connaît très bien à Civis Pacem. Et enfin, mon documentaire, parmi d'autres, Marcel Baudy, de Lénine à Bakounine. Alors voici comment Daniel Restoin le présente. Né à Limoges en 1894, Marcel Baudy fait partie en 1916 de la mission militaire française en Russie. D'abord spectateur de la Révolution, puis entraîné par les événements, il se rallie aux bolcheviks et milite dans leurs rangs, côtoyant Lénine, Trotsky, Zinoviev, Staline. Elle commente un témoignage haut en couleur d'un homme à la verve incomparable qui, hostile à l'évolution du régime, regagna la France en 1927, fut exclu du Parti communiste en 1928, devenu libertaire, il traduit les œuvres de Lénine, puis les œuvres complètes de Bakounine. Marcel Baudy étant originaire de Limoges, je voudrais vous faire écouter d'abord un extrait de l'intervention de Anne Manigaud, qui a participé à la biographie de Marcel Baudy pour le dictionnaire Le Métron. Alors, elle va vous parler justement de la famille de Marcel Baudy de Limoges. Il est d'une famille de porcelainiers, il a vécu dans un faubourg à Limoges. Donc ce faubourg reflète l'industrialisation de l'époque et l'émergence du monde ouvrier, ainsi que l'urbanisation rapide de la ville de Limoges. Son père était porcelainier, ses frères étaient porcelainiers, migrants d'ailleurs, c'est-à-dire pas originaires de Limoges. Son père était de l'Allier, sa mère était née à Valentine, en Haute-Garonne. Et en fait, il est l'enfant d'une famille qui répond à un mouvement de migration qui correspond à des ouvriers plutôt qualifiés, puisque son grand-père devait être vraisemblablement un ouvrier très qualifié de cette petite ville de Valentine qui avait aussi une fabrication porcelainière assez connue et assez emblématique. Donc ces ouvriers qualifiés viennent parfois de loin. Ceux qui viennent de très loin ne sont pas les plus nombreux, mais ils viennent parfois de loin travailler en Limousin et donc travailler à Limoges dans la porcelaine. Lui-même ne choisit pas la porcelaine, il choisit l'imprimerie, mais c'est pas non plus dénué de sens, puisque il choisit de travailler dans une coopérative. C'était aussi ses parents qui étaient les amis des fondateurs de cette petite coopérative qu'on appelle l'imprimerie ouvrière. Et il va y imprimer, par exemple, mais c'est un seul exemple, Le Combat social, qui est un journal local dont le sous-titre est « Journal révolutionnaire des syndicalistes, socialistes et antiparlementaires et libertaires », donc ici, alors imprimé pendant quelques années à Limoges. Donc il imprime des journaux politiques notamment, et ça va servir à sa formation aussi politique. Donc en fait, on pourrait dire que son enfance et son adolescence sont ancrés dans ce qui caractérise Limoges de la Belle Époque, donc une ville rouge. Il a 10 ans quand éclatent les événements de 1905, les événements à caractère révolutionnaire de 1905, et qui secouent la ville. Ça se passe en partie dans son quartier, puisqu'il est dans ce faubourg où un certain nombre de barricades ont été dressées, notamment celle, on voit une photographie avec une jument qui est à terre et qui forme la barricade. Donc il s'en souvient, il le raconte. Et puis il s'imprègne également de ce que lui racontent ses frères qui sont plus grands, il n'a que 10 ans, mais ses frères participent aux manifestations quotidiennes à l'époque, dont l'un d'ailleurs est près de Camille Vardel quand il tombe sous les balles. Et donc il a cette éducation-là, une éducation on pourrait dire socialiste. Alors de quelle influence, c'est intéressant par rapport à son parcours postérieur, sans doute les deux, c'est-à-dire j'entends par là réformiste et révolutionnaire. Dans les faubourgs à Limoges, il y a du socialisme-réformisme et du socialisme municipal à la mairie, mais du socialisme révolutionnaire également à travers des cercles politiques, c'est-à-dire des petits partis, qui sont très actifs. Donc il se façonne une culture politique par son entourage, par ses lectures également. L'imprimerie est un milieu privilégié où on parle de politique.
L'imprimerie est correspond souvent à des engagements à leur CGT, mais aussi à anarchistes, anarcho-syndicalistes, socialistes aussi. Donc il a une sensibilité à tous ces courants-là. Il est aussi très sensibilisé, même si ça devient anecdotique ensuite pour la Révolution russe, à la coopération, puisqu'il travaille lui-même dans une coopérative. Son père était aussi actif à la coopérative L'Union de Limoges, qui est une grosse coopérative de consommation très implantée à Limoges. Et puis, juste avant la guerre, il a déjà des convictions pacifistes. Donc, il admire Jaurès. Il est bouleversé par sa mort en 1914. Et il attend la mobilisation. Il est d'abord pas mobilisé, puis en 1916, il est mobilisé. Et il se porte volontaire pour la Russie. Alors, pourquoi pour la Russie ? Parce qu'entre-temps, il a rencontré Tolstoï. Pas évidemment en chair et en os, mais par ses lectures. Et au moment de la mort de Tolstoï en 1910, il découvre le roman Résurrection, et ce roman l'incite à apprendre le russe à Limoges. C'est un pari presque impossible à tenir, mais il le tient parce qu'il rencontre un émailleur russe, et cet émailleur russe, il décide d'échanger des cours, en fait, des cours de conversation, et donc il apprend les rudiments du russe. Et me voici donc entiché de la Russie, entiché de la mentalité russe. Je découvre la Russie, bref, je me dis, je suis mu par une force à laquelle je ne saurais résister, et qui me dit, il faut que tu apprennes le russe pour pouvoir lire couramment le texte de Tolstoï et des autres dans la langue originale. C'est donc Tolstoï qui est à l'origine de cette décision qui allait entraîner toute la suite de ma vie, avec évidemment ce qu'elle peut présenter d'intérêt historique pour tous ceux qui n'ont pas eu, comme moi, la possibilité de vivre directement les événements dont je vais parler. Et je suis mobilisé en 1916, affecté au 21e régiment d'artillerie à Angoulême. Et là, en arrivant, comme tout conscrit, on me demande, comme à tout conscrit, on me demande quelle est ma formation. J'ai dit en général instruction secondaire. Est-ce que tu connais des langues? Ah oui, j'ai de bonnes notions. De russe? Pas possible! Du russe? Oui. Mais est-ce que tu es volontaire pour la Russie? Des deux même. Жил я с матерью и батей, на Арбате здесь бы так, а теперь я в медсанбате, на кровати весь в бинтах. Что нам слава, что нам клава, медсестра и белый свет. Помер мой сосед, что справа, тот, что слева, еще нет. И однажды, как в угаре, тот сосед, что слева мне, вдруг сказал: послушай, парень, у тебя ноги-то нет. Как же так, неправда, братцы? Он, наверное, пошутил. Мы отрежем только пальцы, так мне доктор говорил. Но сосед, который слева, все смеялся, все шутил. Даже если ночью бредил, все про ногу говорил. Издевался, мол, не встанешь, не увидишь, мол, жены. Поглядел бы ты, товарищ, на себя со стороны. Если б был я не калека и слезал с кровати вниз, я б тому, который слева, просто глотку перегрыз. Умолял сестричку Клаву показать, какой я стал. Был бы жив сосед, что справа, он бы правду мне сказал. Vous avez entendu la chanson de Vladimir Vysotsky, Hôpital militaire, précédée d'ailleurs de la voix de Marcel Baudy, qui nous a dit comment il était entiché de la Russie. Alors, tous les éléments sonores de Marcel Baudy que vous allez entendre dans cette émission sont extraits du documentaire Écoutez Marcel Baudy de Lénine à Bakounine. Et voilà maintenant ce que raconte le soldat français Marcel Baudy quand il arrive en Russie en 1917. Et là,
je prends contact avec la population qui, d'une voix générale, me demande si nous apportons la paix, si enfin cette maudite guerre ne va pas finir. Les officiers ont entendu. Body, attention à ce que vous allez dire tout le long de la route. Nous ne sommes pas là pour apporter la paix, nous sommes là pour faire la guerre. Nous sommes là pour prêter la main russe, la main aux troupes russes contre les troupes austro-allemandes. Et puis, il arrive en mai 1917 et il est témoin des premières scènes de rue de la révolution d'octobre 1917. Donc il n'était pas là au moment de la révolution de février, il est là au moment de la révolution d'octobre, même si celle d'octobre se passe essentiellement à Pétrograd. Lui, il la voit d'un autre point de vue, il la voit du point de vue de Moscou. Mais à Moscou, j'ai vu, et je suis le seul à avoir vu, l'organisation de la prise du pouvoir par les bolcheviks. Parti le matin de bonne heure, avec mon camion, pour aller chercher de la viande de l'autre côté de Moscou, de la Zamoskvaritch, ce qui veut dire derrière le fleuve, très loin. Je suis arrêté en plaine Tverskaya, tout près du palais Skobelev. Tout d'un coup, je me trouve devant des fusils braqués sur nous. J'arrête, je dis, arrête, je te t'accueille, je te fais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous voulez de nous? Est-ce que vous avez un passeport, un laissez-passer? Un laissez-passer de qui? Des soviets? Première nouvelle. Ah, tu n'en as pas, alors fous le cap par ici, et le plus vite possible. Et justement, il y avait une ruelle, Perulok, à droite, et nous arrivons sur la Vozvichinka, qui était juste en face une des tours du Kremlin. Et là, nous tombons sur des élèves officiers, et qui me disent, avez-vous un passeport? Avez-vous un laissez-passer? Je dis, pas du tout. On vient de m'en parler à l'instant même. C'est, ah oh oui, il n'était pas très loin, peut-être 700 et 800 mètres. Et ici, c'est nous qui commandons. Mais alors j'ai dit, un passeport, oh, laissez passer, vous allez me le donner, oui. Mais naturellement, venez avec nous au siège du commandement, et là, on va vous en établir un. Effectivement, là, nous sommes accueillis même par des officiers qui parlaient français. Ils nous établissent aussitôt un laissez-passer, et je leur demande, mais avec ce laissez-passer, où est-ce que je peux aller? Jusqu'où puis-je aller? Oh ça, vous le verrez bien vous-même. Et nous voici de nouveau partis. Et nous arrivons à la Moskva, à la rivière, au fleuve, et à un endroit qu'on appelle le pont de pierre. Le pont de pierre, RES. Le seul des ponts qui à l'époque était vraiment construit tout en pierre. Et là, nous sommes arrêtés par des soldats et des civils. Propuskist, vous avez un laissez-passer? Non. Voilà ce que nous avons comme laissez-passer. Ah! Oh! Le gars s'en empare, traverse le pont tout enjambé, et revient un moment après avec 2 ou 3 civils, parlant très bien français. Donc un qui me dit, vous êtes des contre-révolutionnaires, des espions, et nous vous arrêtons. Embarquez! Pas d'histoire. Alors, on embarque, le camion se remplit de leurs troupes, et nous arrivons. Alors, devant ton relais de poste, j'insiste bien là-dessus, car je suis le seul à l'avoir vu. C'est là qu'a lieu le rassemblement des bolcheviks. Combien sont-ils? Il y a différents uniformes, il y a des étudiants, il y a des cheminots, car les différentes professions ont un uniforme particulier. Il y a des femmes également, et naturellement tout ce monde a des fusils. Et nous arrivons, on nous pousse au milieu. Combien était-il, ça je ne saurais le dire, mais pas très nombreux, quelques milliers, 3000, 4000 au maximum, et encore, je n'en suis pas sûr. Et alors, j'entends dire, ce sont des Français, ce sont des espions, on vient de les arrêter. Je dis, comment? Des espions? Je suis un ouvrier comme vous,
socialiste même. Je suis service commandé. Je m'en vais aux abattoirs, chercher des ravitaillements. Allez, montez. Alors là, je me trouve devant... Il y a un tas de chambres, je crois, autour d'un balcon qui fait le tour d'une immense cour, des escaliers qui partent de gauche à droite, etc. Elles sont là-haut, sont les escaliers de gauche. Et là, je me trouve en face du comité révolutionnaire. Et je leur dis, écoutez, voilà ce qu'il en est. Nous allons aux abattoirs comme chaque semaine chercher la viande nécessaire à l'alimentation de 300 hommes français. Nous n'avons rien de commun avec ce qui se passe, nous l'ignorions même, sans quoi je ne serais pas là. Par conséquent, voici notre mission. Aller aux abattoirs, prendre des livraisons, si elle existe, de la quantité de viande habituelle, et revenir. Ah, alors à ce moment-là, des coups de téléphone à droite et à gauche, à l'infini, et puis dans une cacophonie infernale, dans une ambiance effroyable. Et finalement, je vois un jeune qui parlait bien le français revenir. Et il me dit, vous allons vous remettre en liberté. Vous allez pouvoir aller aux abattoirs, accompagnés par nous. Nous devons donc faire l'immense tour, c'est-à-dire au sud-est de Moscou, pour revenir. Or, tout au long de notre route, ce sont des barricades occupées exclusivement par des soldats de la garnison, c'est-à-dire par des moujiks, c'est-à-dire par des paysans en uniforme. Il n'y a pas d'ouvriers. Les ouvriers sont mobilisés dans les usines. C'est donc à Moscou la garnison hostile à la guerre, favorable à Lénine et à Trotsky, qui s'est emparé du pouvoir. Sans elle, les bolcheviks, du moins le groupement que j'ai vu, ont été vaincus et battus à plat de couture. Lénine a rallié les forces décisives. D'abord, ces forces décisives, ce sont les soldats de la garnison de Petrograd, de Kronstadt, de Moscou, etc. Et c'est les a ralliés en leur disant « avec nous, c'est la paix ». Donc après avoir été témoin de ça, il regagne sa caserne. Et puis, plus tard, il est versé à la mission militaire française de Moscou, toujours en tant que soldat. Et c'est là qu'il rencontre, donc c'était au début de 1918, il rencontre Jacques Sadoul et Pierre Pascal, qui sont deux autres communistes des premières heures, français, aussi soldats, qui sont dans cette mission militaire française de Moscou. Ils discutent de la situation. Et c'est cette rencontre, sans doute, ces rencontres, ces discussions, qui l'amènent à basculer, on pourrait parler d'un basculement, et donc d'un choix de l'idéal. En 1918, c'était en août 1918, il décide à ce moment-là donc de déserter en Russie et de regagner, de grossir les rangs du petit groupe de communistes français créé déjà dès 1918, sans doute à l'initiative de Lénine, parce que c'est une manière de dire et de faire surtout que la révolution doit s'internationaliser et que donc il faut s'appuyer sur des militants de toute origine européenne pour porter la révolution ailleurs, donc déjà pour s'en emparer et la porter ailleurs. Donc ça va être en fait l'embryon de ce qu'on appelle le Comintern et l'embryon évidemment de ce qui va devenir plus tard le Parti communiste français. Et qu'elle est rentrée avec lui dans le wagon premier. Pendant le 8e congrès du Parti communiste russe au mois de mars 1919, j'ai suivi les débats d'un bout à l'autre avec Jacques Sadoul, assis, lui, entre Lénine et Trotsky, et moi derrière, pour lui traduire ce qui se disait.
J'ai été à 50 cm de Lénine et à 50 cm de Trotsky. Et tous les autres étaient là. Tout le gratin du parti était là. Et ma présence, dès ce moment, avait attiré l'attention d'Hélène Stasova, qui me dira plus tard, je vous avais remarqué, Marcel Yakovlevitch, au 8e congrès du parti, quand vous traduisiez, et je vous ai entendu traduire, les propos que se tenaient à la tribune. Chaque jour que j'arrivais, je serrais la main à Lénine. Ça n'allait pas plus loin. Mais lui, il mettait une insistance particulière. Jamais je n'ai serré la main à Trotsky. Il était là. Trotsky ne disait rien, il écoutait. Quand on le mettait en cause, il écrivait. Il écrivait constamment. Quand on le mettait en cause, il levait la tête, son porte-plume en l'air, et se remettait à écrire. Toute son attitude est une attitude d'effacement. Et pourtant, il était mis en cause à chaque instant, par les uns et par les autres. Mais il était soutenu par Lénine. Soutenu par Lénine, avec derrière lui Staline, qui ne laissait rien échapper de l'activité de Trotsky sur le front. Toujours avec l'accord de Lénine, considérant à l'époque, d'ores et déjà à l'époque, que le bonapartisme de Trotsky était un danger avec lequel il fallait compter. Et voilà, alors je crois que c'est quand je dis que Lénine s'imposait de lui-même. Quand il écoutait les critiques que l'on faisait, il se grattait ces quelques poils de menton là, en disant « Attends un petit peu mon bonhomme, je m'en vais arriver dans le clou ». Et il répondait à ce moment-là, il mettait les choses au point. Et celui qui avait le plus provoqué d'irritation chez lui, c'était Ryazanov, qui avait soulevé un tas de questions, etc. Cerati est à la tribune et il est accusé par l'ensemble du Congrès d'avoir soutenu Paul Lévy, l'Allemand, chef du parti, qui a rallié les sociaux-démocrates. Et on lui dit, comment se fait-il que vous ayez soutenu ce traître en puissance? Que voulez-vous, camarades? Nous avons fait confiance à Cerati, car tout nous disait qu'on pouvait lui faire confiance. Et après tout, nous n'avons pas en poche de sincéromètre. À ce moment-là, Lénine, assis sur une des marches qui montait à la tribune, se dresse comme un diable en criant « Nous le trouverons, le sincéromètre !» Et il se rassit. Il était clair dès ce moment que Lénine ne trouverait plus, pour l'instant, de résistance organisée contre lui. Ayant réussi à diviser les socialistes révolutionnaires, il sentait assez fort, en s'appuyant naturellement sur la violence, sur la répression, car ça a été le premier souci de Lénine d'organiser la Tchéka, la Bitcheka, c'est-à-dire la commission extraordinaire chargée de lutter contre la contre-révolution et le sabotage. Très vite, l'organisation était mise en place. Très vite, on s'est emparé des immenses bureaux des compagnies d'assurance à la Lubyanka, c'est la place Lubyanka, d'immenses bureaux, transformés naturellement en bureaux d'inquisiteurs et en prison, et aussi avec cave d'exécution. Et très vite, on a commencé à fusiller à droite et à gauche. Naturellement, cela provoqua, de la part des adversaires,
le comportement, comme vous devinez, c'est-à-dire se défendre aussi, c'est-à-dire opposer à la terreur rouge la terreur blanche. Il faut dire que partout où ils l'ont pu, ils nous ont infligé aux bolcheviks des pertes sanglantes. Et les bolcheviks le leur ont rendu chaque fois qu'ils l'ont pu. En période de révolution, ce n'est plus le verbe ou la plume qui compte, c'est le pistolet ou la bombe. Par conséquent, toutes les tentatives d'opposition, quand elles faites par les uns et par les autres, se sont opposées sur les armes. À Moscou, j'ai vu défiler des formations composées exclusivement d'anarchistes, de libertaires, qui avaient annexé tout un quartier, la Myasnitskaya. Et il a fallu, en pleine nuit, les en déloger à coups de canon. Il y a eu des victimes, ça l'avait senti. J'ajoute ceci. Lénine se rendait parfaitement compte de ce qu'il faisait. Et il dira quelques mois plus tard, un délégué espagnol représentant les syndicats espagnols, dont nous avions, Pascal et moi, et Pierre et Robert Petit, favorisé une audition par Lénine. Celui-ci dira à Lénine, « Pourquoi arrêtez-vous les anarchistes ?» Et Lénine répondra, « Les anarchistes sont dangereux pour tous les régimes. » Рвусь из силу из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера обложили меня, обложили, гонят весело на номера. Из-за ели хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень, на снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делают псы торфоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных играют с волками егеря, но не дрогнет рука, оградив нам свободу флажками, бьют уверенно наверняка. Волк не может нарушить традиции, видно в детстве слепые щенки. Мы, волчата, сосали волчицу и всосали нельзя за флажки. И вот охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы торфоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры, почему же, вожак, дай ответ? Мы затравленно мчимся на выстрел и не пробуем через запрет. Волк не может, не должен иначе. Вот кончается время мое. Тот, которому я предназначен, улыбнулся и поднял ружье. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делают псы торфоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Я из повиновения вышел за флажки, жажда жизни сильней, только сзади я радостно слышал удивленные крики людей. Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня не так, как вчера. Обложили меня, обложили, но остались ни с чем егеря. Идет охота на волков,
идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы карпоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Vous êtes à l'écoute de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste de France sur Radio Libertaire. Et vous avez entendu, au cours de cette émission, déjà plusieurs extraits du film Marcel Baudy de Lénine à Bakounine, film qui a été présenté à l'occasion des journées du centenaire qui se sont tenues à La Courtine dans la Creuse, en présence de nombreux historiens pour célébrer les 10 000 mutins russes de la Première Guerre mondiale. Jean-Jacques Marie a retracé d'ailleurs dans son exposé les années des révolutions en Russie en 1917. Alors nous écoutons quelques phrases. Et c'est le début d'une guerre civile qui va aboutir à la ruine totale du pays. Cette guerre civile est d'une férocité, d'une ampleur. Le pays était déjà livré à la famine lorsque les bolcheviks prennent le pouvoir. Cette famine ne fera que se développer. Au début de janvier 1918, vous avez des membres de la Tchéka bien connue, qui se plaignent à Dzerzhinsky, qui n'ont pas de quoi manger. Des soldats reçoivent de 120 à 130 grammes de pain par jour, alors que la ration du cachot au goulag sous Staline sera de 300 grammes. C'est pas une raison pour chanter les mérites de Staline, certes, mais c'est quand même, ça fait réfléchir sur la situation de ce pays. Et malgré ça, le pouvoir arrivera à mettre en place des réformes sociales et économiques dont l'effet sera évidemment différé par la destruction de la guerre civile soutenue par les Alliés. Une fois la guerre terminée, enfin une fois l'Allemagne et l'Autriche battues, les gouvernements français et anglais décréteront le blocus de la Russie soviétique. Et c'est la famine. C'est la famine avec le marché noir. La vente de tout ce que l'on possède, vêtements, chaussures, bagues, tout ce qui a une valeur quelconque, chapeau, n'importe quoi, chemise, à la campagne. À ce moment-là, le système est battu en brèche. Et Lénine et son entourage, au cours de 1918-19, dira il faut barrer les routes et les gares et s'emparer de tout ce qu'on rapporte de la campagne. Ce sont les fameux détachements, Zagraditelny Interiade, qui vont assumer cette fonction, cette mission abominable, car ils s'empareront de tout ce que pourront rapporter les pauvres gens en échange de leur dernière arde ou valeur. C'est donc la famine la plus complète, qui se traduit par l'évacuation des villes, des 3 grandes villes de Russie, 3 grandes villes ouvrières, Petrograd, Moscou, Ivano-Voznetsk. Les ouvriers sont favorisés, mais tout en étant favorisés. Je parle de ceux qui travaillent pour la défense nationale. Malgré tout, ce qu'on leur donne est manifestement insuffisant pour les soutenir. Et ce qui me frappe le plus à l'époque, c'est l'incapacité administrative et surtout économique de ceux qui dirigent ce qu'on appelle le communisme de guerre, qui consiste à l'État à s'emparer de tous les biens produits par tous les producteurs de la ville et de la campagne et les répartir. Mais il n'y a rien à répartir dans les campagnes. Les campagnes demandent surtout du sitets, des étoffes pour se faire des chemises, mais il n'y en a pas. On leur dit, mais autrefois, vous en avez juste un couvrier, vous en aurez encore dans l'avenir. Mais pour l'instant, nous ne pourrions vous offrir. Mais ce que vous avez, nous le voulons, car il est pour nous d'une urgence quotidienne. Et on s'emparera de tout ce que les paysans produiront. C'est-à-dire que la terre que Lénine leur a distribuée servira uniquement à Lénine de s'emparer de tout ce que cette terre produit. Je parle pas de Lénine directement, mais de ceux qui le représentent, de ceux qui représentent son régime. Et c'est contre cela que je suis. Car je vois, moi, passer sous les paumes à Petrograd des bancs entiers de poissons énormes, Soudaki et Tagdali. D'énormes poissons, et pas un pêcheur. Et je demande,
Comment se fait-il, à Smolny, à table, comment se fait-il qu'il n'y ait pas un seul bateau de pêche pour pêcher tout ce poisson? Ah, vous comprenez, il faudrait que la commune de Petrograd donne son accord, et il faudrait que les pêcheurs consentent à livrer la totalité de leurs poissons. Par conséquent, rien à bouffer avec un fleuve qui charrie des tonnes et des tonnes de poissons, et de bons poissons, je t'assure. Les paysans, au début de la Révolution, ont moins souffert que les populations des villes, parce que le régime n'avait pas encore l'appareil nécessaire pour s'emparer de la totalité de la production paysanne. Il lui a fallu 2 bonnes années pour le mettre sur pied. Et pendant ce temps-là, les paysans ont soutiré aux gens des villes tout ce que ceux-ci pouvaient avoir comme objet d'échange. C'est-à-dire que la monnaie, ça n'existait plus. C'était le troc. Le troc, uniquement le troc en ville, le troc à la campagne. Moi, je suis à la campagne quand j'étais encore à Moscou, avant que je n'aille à Petrograd où j'étais nourri. Mais à Moscou, j'ai dû me débrouiller par mes propres moyens. Je suis à la campagne. J'avais des draps de lit, j'avais un vieux chapeau de marquis, j'avais je ne sais quoi encore. Et j'ai échangé ça. J'ai dit à la femme, tu vois, avec ce beau drap-là, tu pourras faire une robe de jaune que tu marieras ta fille, etc. J'ai réussi à les convaincre. Je suis revenu avec quelques kilos de pommes de terre, 2 ou 3 kilos de graines et un peu de beurre, je crois. Voilà. Mais au prix de quelles difficultés? J'avais été au-delà de Smolensk pour ça, tu vois. Bon. Et alors je me souviens, je voyais des morceaux de viande roux comme ça, qui étaient cuits. Et du pain blanc, du pain noir. Puis ça me sautait dans le ventre, ça me sautait dans le ventre. Et par conséquent, j'avais encore beaucoup de choses à échanger, moi. Mais les autres. Combien de fois j'ai entendu les vieilles femmes se tordre de douleur sur la place, sur les places publiques de Moscou et de Petrograd, en disant « Oh, ici, comme tu es devenu impitoyable pour nous !» C'était tout ce qu'elle pouvait faire. Protester. Ces pauvres gens. J'en ai trouvé une fois à Odessa, couchée dans un fossé, qui hurlait. Je viens de me sauver de l'hôpital pour mourir. Quand je ne veux plus vivre, je ne peux plus vivre dans un régime pareil. Je dis, mais prends conscience, as-tu une fille? Oui, j'ai une fille. Eh bien, je dis, tiens, mon portefeuille, tout ce qu'il y a dedans est à toi. Enlève-toi et va-t'en. Est-ce que je pourrais le faire souvent, tout ça? Non. C'est ce qui m'a le plus frappé, c'est ce manque d'humanité, cette pitié, cette, comment dirais-je, dureté générale pour l'individu, pour le voisin, pour le coup. C'est ça que je n'ai pas pu supporter. Et c'est ça qui a préparé Kronstadt, qui a préparé les grandes grèves de Moscou. Кто-то высмотрел плод, что не спел, потрусили за ствол, он упал. Вот вам песня о том, кто не спел, и что голос имел, не узнал. Может, были с судьбой не лады, и со случаем плохи дела. А тугая струна на лады, с незаметным изъяном легла. Et les enfants ne veulent pas mourir, ils ne veulent pas crever de faim. Ils vont se sauver par tous les moyens. Mais alors, une ingéniosité et une audace, se couchant sous les trains, s'agrippant comme ils le pouvaient,
franchissant les lignes, et débarquant dans les villes. Dja, dja, dai copico. Dja, dja, dai copico. Mon cher oncle, donne-nous un petit copic. On n'entendait que ça. Et alors, je les ai vus grossir, grandir, grossir. En plein hiver, marcher les pieds nus sur la glace à Moscou. Se réfugiant pour se réfaucher dans les pharmacies, s'entassant la nuit dans les couloirs sous les escaliers. Bref, une promiscuité effroyable, syphilis, tout ce que tu voudras. L'argent qu'ils récoltaient, c'était pour acheter de la vodka. Et voilà. Par conséquent, le régime avait affaire, j'arrive à la fin, le régime avait affaire à un problème social d'une importance considérable. Il a formé quelques-uns de ces enfants abandonnés, les plus intelligents, les plus délurés, et ça n'est servi pour recruter les autres et faire un choix entre ceux qui étaient récupérables et ceux qui ne l'étaient pas. Et ceux qui ne l'étaient pas, balayez-moi ça. C'est un des problèmes les moins connus, mais certainement un des plus douloureux que la Russie ait vécu. Он начал робко с ноты до, но не допел ее не до. Не дозвучал его аккорд, и никого не вдохновил. Собака лаяла, а кот мышей ловил. Смешно. Il va à Odessa, il crée un groupe communiste français, et il fait ce qu'on appelle de l'agite-prop, c'est-à-dire il imprime des journaux, il les crée sur place. Certains sont conservés à la BDIC à Nanterre, encore actuellement, donc ils avaient réussi à arriver en France, ces journaux de 1919 en fait, et ils rencontrent aussi des soldats français qui sont cantonnés à Odessa parce qu'ils sont là pour soutenir justement les contre-révolutionnaires, et il va essayer de propager le bolchevisme. Donc il le fait sous plusieurs formes et de façon très intense pendant une année, 2 années. Staline, je sais bien le dire que je suis un des rares à l'avoir vu comme je vous vois. Sous mes yeux, maigrelet, un faciès horrible, grainet, jaune, citron, les yeux jaunes, citron. Maigrelet, fallait voir ça. C'était en 1924. La victoire n'était pas encore acquise et le gars ne devait pas dormir souvent. Il était assis dans son fauteuil devant une table où il n'y avait absolument rien. Non, il était assis comme ça. Sa main droite s'appuyant sur le coude de son fauteuil et me regardant. Nous sommes arrivés, s'était levé, il nous avait serré la main que l'on taillait à moi et il nous avait fait asseoir. Moi, je m'étais assis juste en face de lui, car c'est moi qui devais faire le rapport. Je lui ai fait le rapport en russe et il m'a brillé avec ses yeux jaunes en me disant « taquinade, taquinade », mais d'une voix imperceptible. C'est bien comme ça, c'est bien comme ça. Et quand je suis sorti de là, je me dis « quoi? C'est ça qui domine un grand empire. Même chez nous, il ne serait même pas bon en apparence pour faire un maire d'une commune rurale. » Voilà ma réflexion, telle que j'ai connu Staline. Je l'ai revu 2 ans plus tard. Ah, il avait pris de l'embonpoint, le gars. De retour en Russie, au mois d'avril-mai, et je cherche des relations. Et les relations qui m'intéressent en premier lieu, ce sont celles qui touchent de très près à Alexandre Kollontaj, c'est-à-dire
Chliapnikov et Medvedev, de deux membres éminents de l'opposition ouvrière. Puis, avait fait pression sur elle pour qu'elle prenne la parole au 3e congrès de la 3e internationale. Je les vois en se nous rencontrant clandestinement autour de la fameuse église Sankt Spasity, démolie plus tard pour construire le palais des Soviets, qui n'a jamais été construit. Mais l'église, qui est immense, qui domine la Moscova, sur la colline, est entourée de bosquets, avec des bancs derrière. C'est là que tous les soirs, nous nous réunissons pour parler de la situation. Je leur donne mes impressions, ils me donnent les leurs. Et ils me diront, nous savons très bien que nous ne pouvons plus rien faire. Les ouvriers nous disent, nous sommes à bout de force. Nous avons donné tout ce que nous avons pu. Maintenant, ne comptez plus sur nous. Nous sommes incapables de nous défendre et de vous défendre. Pas d'illusion. Et alors, ils ont rejoint l'opposition qui se compose de Smolensky, Zinoviev, Kamenev, etc. Et à ce moment-là, j'apprends, nous apprenons, Pierre Pascal et moi, qu'il y a un document extrêmement important que Lénine a adressé aux autorités centrales, dont il a été donné connaissance au bureau politique, et que Trotsky lui-même s'est opposé à ce qu'on l'applique. Il s'est opposé par conséquent à la volonté de Lénine d'éliminer Staline. Voilà. Par conséquent, ce testament, je demande à mes deux amis de me dire s'ils en ont connaissance. Ils en ont connaissance, mais ils ne l'ont pas lu. Mais dans les milieux dirigeants et surtout dans l'opposition, on en parle beaucoup. Et il n'est pas exclu qu'ils ne puissent pas en avoir connaissance. Je leur dis, vous me rendriez un immense service, puisque nous avons la chance d'avoir en ce moment ici Henri Torres et Bernard Lecache, qui viennent tous les jours chez nous, chez Pierre Pascal, et qui, eux, seraient capables de transporter le document. Et c'est en présence de Pierre Pascal que j'ai remis le document à Henri Torres, en lui disant, attention, c'est un document d'une extrême gravité. Si on le trouve dans vos papiers, vous n'arriverez jamais jusqu'à Paris, pas plus que nous. C'est donc moi qui, au risque de ma vie, et de celle de ma fille, et de celle de ma femme, et peut transmettre ce document à Boris Souvarine. Et je mets au défi quiconque de dire le contraire. Правда ли смешно, смешно, а он шутил, не дошутил, не дораспробовал вино и даже не допригубил. Он пока лишь затеивал спор, неуверенно и не спеша, словно капельки пота и спор, из-под кожи сочилась душа. Только начал дуэль на ковре, еле-еле едва приступил, лишь чуть-чуть осмотрелся в игре, и судья еще счет не открыл. Он знать хотел все от и до, но не добрался он не до догадки, не до дна, не докопался до глубин. И ту
который одна недолюбил, 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 недолюбил. Смешно, не правда ли? Смешно, смешно. А он спешил, не доспешил. Осталось недорешено все то, что он недорешил. Mais je demande à rentrer en France pour y travailler, pour y militer. Mais qu'est-ce que je ferai en France? Ce que je fais là, je traduirai Lénine. Ah, все-таки вы будете для нас работать, как мог бы жить иначе? Понимаете? Je réponds. Comment vivrez-vous en France? Comme je fais en ce moment, je traduirai Lénine. Ah, tout de même, vous continuerez à travailler pour nous. Et moi de répondre, comment vivrais-je autrement? Je pensais l'avoir endormi, mais 2 jours après, quand je l'appelle au téléphone, il me répond, camarade Boli, nous vous laisserons repartir en France quand le Comintern nous en fera la demande. Krishka, le couvercle de plomb venait de s'abattre sur moi. Et pendant 7 mois, j'ai bataillé la tête contre les murs pour en sortir. Et j'en suis sorti. Grâce à Kollontai, grâce à Hélène Stasova, grâce à Bukharine et quelques autres amis, notamment Kouchmenko, un vieil ami à moi, membre du comité central, membre du comité central de contrôle, qui certainement a eu une voix déterminante, parce qu'il y a eu une commission spéciale désignée par le comité central pour examiner mon cas. Ни единой буквой не лгу, не лгу. Он был чистого слога слуга, слуга. И писал ей стихи на снегу, на снегу. К сожалению, тают снега, снега. Но тогда еще был снегопад, снегопад. И свобода писать на снегу. Vous avez entendu dans notre émission des extraits du récit de Marcel Baudy sur son engagement dans le communisme pendant la Révolution russe. Ces paroles font partie du documentaire Écoutez Marcel Baudy de Lénine à Bakounine, et j'emprunte maintenant la biographie de Marcel Baudy dans le dictionnaire du mouvement ouvrier Le Métron pour vous raconter un peu la suite de son itinéraire à son retour en France en 1927. Alors il est écrit que dès son arrivée à Limoges en mars 1927, Marcel Baudy écrit des articles dans Le Travailleur du Centre-Ouest et il intègre l'équipe du Parti communiste local. Mais en 1928, il s'oppose à l'exclusion d'Albert Trény et au second tour des législatives, il appelle à voter pour le candidat socialiste. Alors il est exclu bien sûr du Parti communiste, et il lance à Limoges un journal pour raconter une propre vérité, journal qui s'appelle d'ailleurs La Vérité, et qui a d'ailleurs un écho national. Il crée autour de son journal une petite organisation qui s'appelle l'Union des travailleurs révolutionnaires. En 1928, il s'installe à Paris et il est admis en 1931 au syndicat des correcteurs, où il reviendra d'ailleurs et il restera pratiquement jusqu'à sa retraite. Parallèlement, il travaille à des traductions de Trotsky, participe à des conférences et à des meetings contre le fascisme. Alors à partir de 1946, il travaille comme correcteur au journal Libération et écrit des articles dans La Révolution prolétarienne. En 1956, il commence à traduire toute l'œuvre de Bakounine pour l'Institut d'histoire sociale d'Amsterdam. À partir de 1974, il apporte une précieuse collaboration au journal anarchiste et antimilitariste de Mépicré qui s'appelle Le Réfractaire. En 1981, il écrit ses mémoires sous le titre Un piano en bouleau de Carelli et en 1984, peu avant son décès, il s'entretient avec Alexandre Skirda dans le film, donc nous avons parlé,
Écoutez Marcel Baudy de Lénine à Bakounine. Et nous avons organisé avec la présence de Marcel Baudy, un week-end sur le thème Lénine, le goulag, Lénine et le goulag et la révolution russe. Et alors on avait fait venir, donc moi j'avais amené Marcel Baudy que j'avais retrouvé à la gare à Limoges et je l'avais conduit donc à Celles-sur-Belle. Et il y avait Jacques Bénac qui à l'époque avait écrit un bouquin intitulé La terreur sous Lénine, qui était co-intervenant, donc ils sont partagés les temps d'intervention. Alors ce qui m'avait surpris, c'est que Marcel Baudy, lorsqu'il a laissé parler Bénac, mais à la fin il s'est levé en colère et il fallait pas toucher à la figure de Lénine. Il était très conscient que le régime était devenu quelque chose de totalitaire, bureaucratique, etc. Mais il avait quand même un attachement personnel pour Lénine et il a manifesté sa colère face à ce qu'avait écrit Bénac. Ça m'avait beaucoup frappé. Ce qui était aussi extrêmement positif et intéressant, c'est que il parlait du passé, mais il était quand même tourné vers l'avenir encore et vers ce qui pouvait se faire à ce moment-là pour développer le socialisme libertaire sous toutes ses formes. Et ça, c'était quand même extrêmement encourageant. Et jusqu'au bout, on a bien vu dans ton film là qu'en 84 encore, il avait une énergie pas possible dès qu'il parlait, quoi. Et on revoyait le tribun haranguant la foule à Odessa, tu sais, le jour où on lui dit attention, tire-toi, abrège et tire-toi. Mais quand il était lancé, il avait envie de parler et il avait des choses à dire. Vous venez d'entendre Jean-François Pressicot, l'un des spectateurs du film Écoutez Marcel Baudy, qui a été projeté donc le 16 septembre 2017 à la Courtine. Jean-François, encore ému par la vigueur de l'engagement de Marcel Baudy, comme d'autres spectateurs d'ailleurs, a voulu témoigner après le film. Alors je remercie à nouveau Daniel Restouin et l'équipe de la Courtine 2017 qui nous ont permis de rapprocher l'histoire des mutins russes de la Courtine à celle de Marcel Baudy. Et je vous dis maintenant au revoir et à la semaine prochaine.